quand les gens me voient pour la première fois, ils pensent que je suis artiste ou un truc dans la créativité. Apparemment, j'ai pas la tête de l'emploi de l'entrepreneuse, j'ai pas la tête de l'emploi d'être dans le web, d'être dans l'informatique. Et ils se disent, ouais mais non, elle est jeune, elle est inexpérimentée, en plus elle est solaire, elle rigole, elle parle, donc elle doit avoir un truc en lien avec le bien-être ou je sais pas quoi. C'est pas faux que le bien-être m'intéresse énormément. C'est pas faux que je suis créative. Et c'est pas faux que dans mon âme, à l'intérieur, je suis une artiste. Mais ça colle pas avec l'image que la plupart des gens ont encore aujourd'hui de l'entrepreneuse, de celle qui a une entreprise. Parce qu'apparemment, aujourd'hui, encore, il faut être hyper sérieux, avoir une expertise, et limite être super bien habillé, parce que si t'es habillé en mode décontracte, oulala, t'es un peu perché. J'aimerais te parler de mon expérience par rapport à ça, du regard des autres, de comment j'ai dealé avec, et comment je suis devenue ma propre définition d'entrepreneuse, sachant que même si je baignais dans un réseau d'entrepreneuses, j'avais pas la culture entrepreneuriale. Je savais pas ce que ça voulait dire être entrepreneuse. Donc je l'ai fait au feeling. J'y suis allée, j'ai créé des choses, et hop hop hop, je suis devenue entrepreneuse sur le tas. Partie 1, la désillusion. La plupart des clients et des entrepreneurs ont une idée très spécifique de l'entrepreneur. En fait, pour avoir confiance en quelqu'un dans le business, pour lui donner de la crédibilité, de la légitimité, on se fait une image de ce que doit être l'entrepreneur, de comment il doit parler, de comment il doit se comporter, de aussi la confiance qu'il doit avoir en ce qu'il propose, en ce qu'il dit, la façon dont il vend, la façon dont il parle de lui. Si on n'est pas dans ce cadre-là, du coup, on n'est pas trop pris au sérieux. Peut-être que ça t'est déjà arrivé si tu es entrepreneuse, ou peut-être que ça va bientôt t'arriver si tu te lances. C'est pas évident de se lancer dans l'entrepreneuriat quand on n'a aucune idée des attentes en fait des autres, des clients et de nos collègues. La plupart s'attendent à rencontrer des entrepreneurs qui sortent du monde corporate. Donc vraiment l'idée de l'entreprise qu'on en a, de costard cravate et de tcha-tcha-tcha, je parle rapidement et je te parle beaucoup pour que hop, tu signes et on y va, etc. Moi, je ne suis pas comme ça. Je fais vraiment beaucoup de choses au feeling et j'écoute ce qui se passe à l'intérieur pour y aller, pour créer, pour entreprendre. Pour moi, entreprendre, c'est pas que mettre à disposition ses compétences dans le cadre d'un besoin client et de lui dire voilà mes compétences, je t'en package une offre qui va répondre à ton besoin et puis voilà. C'est la base de l'entrepreneuriat. C'est vraiment un truc qu'il faut que tu intègres, que tu comprennes et que tu navigues vers ça, parce que sinon ça va être compliqué de faire de l'argent, puisque tu vas essayer de vendre des choses et les gens vont dire mais j'en ai rien à foutre. Mais il y a un deuxième aspect de l'entrepreneuriat qui pour moi est entreprendre au sens large, dans le sens créer. Et là, si tu as une créativité, si tu as plein d'idées, tu vas pouvoir t'amuser, tu vas pouvoir tester des choses, tu vas pouvoir voir ce qui marche pas, et tu vas pouvoir avancer. Et pour moi, entreprendre, c'est la base de ça. C'est-à-dire que j'ai une amie qui m'a dit « Non mais Maëva, moi je n'ai pas assez d'expérience dans l'entrepreneuriat. » Je lui dis « Mais ça fait combien d'années que tu entreprends ?» Elle me dit « Oui, mais je fais pas d'argent, donc pas beaucoup d'argent. » Non, un vrai entrepreneur, c'est celui qui fait de l'argent. Et là, moi, mon petit signal intérieur de « Oh là là, croyance intérieure, croyance limitante, croyance bloquante. » En fait, oui, c'est ce qui est dit autour de toi et ce qui est censé aussi te motiver à faire de l'argent. Et en même temps, ça veut dire que un chercheur, un créateur, s'il a créé des choses, par exemple des objets d'innovation, et que ça n'a pas marché pendant 2, 3, 4, 10 ans, ça veut dire que c'est pas un entrepreneur. Ça veut dire que c'est que le moment où il réussit à vendre son invention, que le moment où il réussit à faire coller les besoins des clients avec son offre, que là enfin il est entrepreneur. Avant c'était... il était chômeur quoi. Je trouve ça dur, ça peut te faire culpabiliser en fait ce truc là. Donc peut-être que toi ça te motive, super, garde ça. Ouais, un entrepreneur c'est quelqu'un qui fait de l'argent, donc on y va. Mais peut-être que ça peut
juste te culpabiliser et te déprécier en mode non mais en fait je suis pas entrepreneuse, ça fait 4 ans que je galère, je ne suis pas entrepreneuse, je suis nulle comparée aux autres qui eux font de l'argent, moi j'ai pas réussi, blablabla, on rentre dans des schémas. Donc c'est intéressant de déconstruire nos croyances, nos réalités, nos affirmations en mode qui l'a dit déjà? Et est-ce que c'est vraiment vrai pour moi? Et est-ce que j'ai envie de croire ça vrai? Est-ce que ça m'apporte ou en fait est-ce que ça m'enfonce? Point particulier pour les personnes qui sont plus de mon profil, qui sont vraiment créateurs et qui adorent avoir des idées, que ça grouille intérieurement et paf, que ça se mette en place dans la réalité. Et souvent, pour les créateurs, on aime créer, mais on ne sait pas comment le monétiser. Et c'est comme si c'était deux buts différents. On a un but personnel de création, et c'est le process de création qui nous fait kiffer, et le fait de le voir émerger. Et il y a le but de monétisation, de comment faire de l'argent de ça. Et en fait, pour un créateur, en tout cas pour ma part, pour moi, c'est dur d'allier les deux. C'est soit mon objectif c'est de kiffer le process et la réalisation, soit mon objectif c'est de monétiser. Mais de faire les deux, c'est un peu plus compliqué parce que mon cerveau, il va pas mettre le focus sur la même chose. Mon mental va soit dire cool, c'est trop bien ce qui se passe, kiffons, ou mon mental va dire c'est bien, mais ça fait pas d'argent, mais il faut des résultats, etc. Et moi, mon fonctionnement, ce qui est peut-être pas le cas pour toi, c'est que si je me concentre trop sur les résultats, je vais en perdre tout mon kiff, je vais en perdre tout mon plaisir, et ça va partir dans de l'autopression et du stress de il faut que ça marche, il faut que ça marche, il faut que ça rapporte l'argent, il faut ceci, il faut cela. Et en fait, je perds l'optique de mais en fait, je suis en train de créer un truc génial et je veux kiffer ça. C'est pour ça que souvent, on est un peu le cul entre deux chaises de je dois gagner ma vie et j'ai envie de faire ce que j'ai envie dans la vie. Il y avait beaucoup de vie dans cette phrase. J'ai envie de kiffer la vie et j'ai besoin de gagner de l'argent. Et apparemment, tous les coachs et tous les grands entrepreneurs à succès ont facilement fait les deux, ils ont réussi à fusionner les deux en mode ils sont millionnaires et en même temps ils kiffent parce que ils travaillent que quelques heures à coacher des gens qui coachent d'autres gens, etc. Mais les artistes, les peintres, les chanteurs, les musiciens, les danseurs même, la plupart galèrent à faire les deux parce qu'ils aiment créer leur art, ils aiment créer quelque chose de beau, mais pour le monétiser c'est autre chose. Il va falloir trouver comment. Est-ce que j'ai un sponsor? Est-ce que je fais de la pub pour d'autres marques? Est-ce que je vends ce que j'ai créé? Mais du quoi, qui, etc. Et il y a tout le côté entrepreneurial de ok, on pose une stratégie, on voit où est le besoin, on voit notre offre, comment faire pour communiquer le marketing, etc. pour que ça aille aux bonnes personnes. Là, c'est une autre histoire. Ça n'a rien à voir avec juste le kiff de créer. Et en même temps, je mets un point de vigilance parce que ça peut être ultra cool de réfléchir à la stratégie. Et en fait, au lieu de voir le marketing comme quelque chose de lourd, de se dire, c'est quoi les méthodes, c'est quoi le chemin balisé que je vais mettre en place pour que le client me trouve, pour que le client découvre mon art, découvre ma créativité, vienne partager mon kiff, que je ne sois pas seule à kiffer mon art, mais que ça se partage à l'extérieur. Donc ça peut être aussi ultra kiffant, mais il faut changer d'angle, de point de vue, et il faut se positionner plus comme l'artiste, le créateur, mais comme l'entrepreneur. Donc ça fait un peu schizophrène dans ta tête, c'est normal, ça s'apprend, il faut jongler avec les deux, c'est pas forcément évident. Il y a certaines personnes qui vont par exemple avoir énormément de facilité pour être 100% entrepreneur, faire un max de thunes, faire des tunnels de vente super fluides, je sais pas quoi, et ils vont perdre le goût de créer, perdre le goût de kiffer leur entreprise parce qu'ils ont trop axé sur les résultats et sur le business pur. Tout est une question d'équilibre. Tout. Business, vie, bien-être, tout. Comment on fait du coup pour
être entrepreneuse créative tout en kiffant l'entrepreneuriat, créative et entrepreneuse, les deux en même temps. Pour moi, il y a 3 clés essentielles. La première, c'est me connaître et me comprendre. Et je sais, ça fait bullshit. Je sais que, en plus, si t'as 20-25 ans, tu vas te dire ouais, c'est bon, je me connais. C'est faux. À travers les expériences et les épreuves, que tu vas vraiment aller deep pour comprendre tes forces, tes faiblesses, tes envies, tes craintes, tes peurs, tes limites. Ça va pas. Tu peux pas le savoir à 20 ans en fait. À moins que tu aies vécu des trucs de ouf, tu ne te connais pas vraiment. Je sais, je suis passée par là. Et ça fait vieille dame quand je dis ça, mais bref. Du coup, beaucoup d'introspection. C'est aussi avec le relationnel qu'il y a des gros miroirs et que du coup, waouh, on découvre des trucs. En fait, ça, j'en ai pas conscience ou je l'avais pas vraiment réalisé. Ah ouais, je suis comme ça en fait. Ou du moins, je fonctionne comme ça pour l'instant. Donc, se connaître et se comprendre via l'introspection, via les outils de connaissance comme le design humain, comme l'astrologie, l'énéagramme. Il y a plein d'outils de connaissance de soi, tu peux taper sur internet. Les expériences, pour moi, les expériences, c'est le meilleur outil de développement personnel pour se connaître, se comprendre, s'accepter, s'affirmer. Et le relationnel, évidemment, quand il y a des relations tendues, ben, du coup, tu es obligé d'écouter ce qui se passe à l'intérieur. En même temps, tu écoutes ce qui se passe à l'extérieur. En même temps, tu poses tes limites. Donc, il y a tout un jeu là-dedans. Et j'ai envie de mettre un gros highlight. J'ai vraiment envie de mettre en valeur dans cette vidéo un des points indispensables de la connaissance de soi et qui va te guider dans ton entrepreneuriat, c'est connaître ton moteur. C'est connaître ton pourquoi. Alors, peut-être que si tu es un peu dans ce monde-là, tu as dû entendre et réentendre ce truc, et tu te dis ouais, bof. J'avoue que moi, jusqu'à l'année dernière, ça m'intéressait pas trop, mon pourquoi. J'étais là, ouais, ok, moi j'entreprends, je crée des trucs qui me font kiffer, et puis on voit, et il y a la thune qui rentre, et je fais comme je peux à mon échelle. Maintenant, avec la prise de recul, et du coup encore plus me connaître, je me rends compte que mon pourquoi, il était en sous-marin, il était sous l'eau, il était là, mais il n'était pas vu, il n'était pas reconnu, et il n'était pas mis en valeur. Et maintenant, je me dis, ok, je suis en conscience de ça, et ça me guide vraiment. C'est comme une étoile dans le ciel qui est là et qui te suit, et qui te rassure, et qui te dit tu es dans la bonne direction, ou oups, tu t'es trompé. Mon moteur, sachant que chacun a son moteur et ça lui parle à lui. Donc mon moteur va sûrement sans doute pas te parler, et c'est ok, on s'en bat les steaks. Ok? Mais c'est juste un exemple pour que tu essayes de comprendre. Donc mon moteur, c'est ensemble. C'est tellement mieux. Et pourquoi? C'est pas beaucoup de mots, et pour moi, ça fait vraiment sens. Parce qu'il y a le mot ensemble. Pour moi, il y a l'humain qui a une place hyper importante dans mes valeurs. Il y a les collaborations qui sont tout le temps là, tout au long de mon parcours professionnel, entrepreneurial. C'est vraiment ce truc de je préfère faire avec d'autres gens, même si c'est plus complexe, c'est plus long, ou peut-être que ça mène à rien, plutôt que de le faire toute seule. C'est bizarre, je sais. Tu peux pas comprendre, t'as pas eu la même expérience de vie que moi, mais pour moi, ça fait sens. Ensemble, c'est tellement mieux, c'est tellement plus kiffant, c'est tellement plus goûtu. Du coup, ça me guide et c'est pour ça que, évidemment, j'ai fait plein de collaborations, j'ai créé des festivals en ligne avec plein de spécialistes et de professionnels, que je continue à faire des collaborations malgré moi. Je pense que jusqu'à la fin de ma vie, je ferai des collabs parce que j'adore ça, ça me nourrit. Ça me met aussi en position difficile parce que ça me met face à mes blocages et à mes limites, mes peurs, mes blessures. Mais ça m'apprend tellement et ça me nourrit. Donc c'est ma phrase. Mais par exemple, pour les célébrités, leur pourquoi, en général, allez, je mets une grosse généralité comme ça, mais tu comprends l'idée, leur pourquoi, ça peut être de l'ordre de j'ai envie de prouver aux autres que j'en vaut la peine, j'ai envie de prouver à ma mère, j'ai envie de prouver à mes enfants. Tu le vois bien à koh, je sais pas si tu regardes koh, souvent les participants disent ah mais moi je le fais pour mes enfants, j'ai envie de montrer à mes enfants que je suis une mère combattante, que je suis forte, que je suis cela. Et en fait, ils rapportent toujours ça à leurs enfants et quand ils perdent, quand ils sont chartés, ils pleurent et ils disent ah mais qu'est-ce que vont penser mes enfants, je vais décevoir mes enfants, etc. Parce que leur valeur principale, c'est
le regard ou le jugement de leur enfant, des autres, de leurs parents, etc. Et c'est pas mal en soi. Chacun apporte de la valeur là où il a envie. C'est plus difficile, je pense, à vivre quand on met de la valeur dans le regard des autres et le jugement des autres, parce qu'on attend vraiment de l'extérieur. Donc on met en attente, on met de la pression sur les autres, etc. Mais on va se pousser plus loin. Souvent, les célébrités, ils ont eu des problèmes dans l'enfance, etc. Et ils ont envie de prouver. Genre Jim Carrey, j'ai regardé le documentaire, il avait envie de prouver à ses parents, il avait envie de prouver au monde qu'il était génial, qu'il était drôle, que c'était un grand acteur. Et du coup, il s'est poussé. Il est vraiment allé dans le « je me laisse pas aller, je travaille beaucoup plus que les autres pour prouver aux autres ». Donc il y a ça. Il y a des gens qui veulent briller, il y a des gens qui veulent être stars pour briller, pour être dans la lumière. Il y a des gens qui veulent monter une entreprise parce qu'ils ont envie de subvenir aux besoins de leur famille et de mettre leur famille à l'abri. Il y a des gens qui se battent parce qu'ils ont envie de changer la planète, de faire des projets écologiques. Chacun met de la valeur là où il le pense le plus. Mais sache que tu as ton moteur, ton pourquoi, qui existe déjà. Que peut-être tu n'as pas encore mis les mots, et peut-être que c'est pas encore clair pour toi parce que tu n'es pas allé creuser de toi-même et de façon accompagnée. Mais il existe et il est hyper important. Quand tu le sauras, tu pourras l'écrire en gros, le placarder, le regarder et dire « Ah oui, je me rappelle pourquoi je fais les choses. » On continue. 2. Comment marchent tes envies? Là, c'est hyper important de savoir comment tu fonctionnes intérieurement par rapport à tes envies. Parce que dans l'entrepreneuriat, tu auras des hauts, tu auras des bas, tu auras plein d'envies, tu auras zéro envie, tu seras bloqué, tu vas procrastiner, etc. Comment, intrinsèquement, tu fonctionnes? Par exemple, moi, Manifesting Generator Sacral, donc ça c'est du design humain, tu iras regarder c'est quoi le design humain, je te mets en description si ça t'intéresse. Quand j'ai une envie, ça vibre à l'intérieur. Wow, ça m'impulse, je le sens, c'est fort. Et souvent, c'est tellement fort que j'ai envie de le mettre en place. Et du coup, je le mets en place avec une énergie, j'embarque les gens avec moi, allez, on va faire ça, etc. Et on y va. Mais je sais qu'il y a d'autres personnes, ça vibre pas forcément. C'est une idée qui leur trotte dans la tête, et du coup, intuitivement, ils le font petit à petit, mais sans s'en rendre compte, ça vibre pas dans le corps. Et peut-être que toi, c'est autre chose. Peut-être que c'est des mots qui résonnent dans ta tête ou quoi, je sais pas. À toi de me dire en commentaire. En tout cas, comment marchent mes envies? Est-ce que j'ai une envie forte et il faut que je la fasse? Est-ce que j'ai besoin que l'envie, elle se développe en quelque chose d'autre? Est-ce que j'ai besoin que les autres m'en parlent? Du coup, j'ai une amie qui est projecteur, je vais avoir un design aussi. Elle me dit qu'elle a des envies, mais qu'elle les garde pour elle, et elle attend que ça vienne de l'extérieur. Que les autres lui disent, lui proposent, lui demandent « Est-ce que tu aimerais faire ça ?» Et elle dit « Ah bah oui, j'y ai déjà pensé, etc. » Donc c'est un total fonctionnement différent du mien. C'est intéressant de voir qu'elle se connaît tellement, qu'elle sait comment elle fonctionne, et elle peut se dire « Ok, je sais que là j'ai une envie, mais c'est pas le bon moment, j'attends que ça vienne de l'extérieur. » Tandis que moi, j'ai tendance à pas attendre de l'extérieur, à sentir que c'est tellement fort à l'intérieur que je dois y aller. 3. Je voulais te parler du perfectionnisme. Quand on se lance ou quand on est entrepreneuse, c'est presque obligatoire, j'ai l'impression, de passer par des phases, récurrentes ou pas, de perfectionnisme, de oui, je veux que ce soit parfait, je veux que ce soit très bien, je veux que les gens ils soient bluffés par la qualité du truc, qu'ils adorent. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe? Ça met un stress de ouf sur nos épaules, on ne se sent pas bien, tu sens ton corps, tu dors moins, tu manges mal, blablabla, tu digères mal. Et non seulement il y a ce stress qui te mange de l'intérieur et qui te fatigue, mais en plus on va surtravailler. Donc on va encore plus s'épuiser à la tâche de je vais écrire un post pendant 3 heures pour qu'il soit parfait, etc. Il sera parfait à la fin on n'est pas 100% satisfaite, mais on le pose quand même, ça fait 3 heures qu'on est dessus. Donc c'est en faire trop. Si tu te retrouves là-dedans, est-ce que tu t'es déjà posé la question de pourquoi je suis perfectionniste? Pourquoi en fait je fais ça? C'est hyper intéressant d'aller creuser derrière de est-ce que
j'ai peur du regard des autres, du jugement des autres? Est-ce que je ne vois pas la valeur de ce que je fais? Du coup, j'ai l'impression de devoir toujours en faire plus parce que c'est jamais assez bien. Est-ce que je doute de moi? Est-ce que, en fait, j'ai pas envie de le faire, mais du coup, je le fais quand même et donc il faut que ce soit parfait parce que sinon ça prouve que je sais pas quoi. Il y a plein d'hypothèses. Moi, je pense que je suis perfectionniste parce que j'aime le détail. Je pense que j'ai aussi envie que les gens jugent waouh, c'est trop génial ce qu'elle fait. Mais j'ai pris le contre-pied de me dire ah, je m'en fous, vaut mieux que ce soit fait que ce soit pas fait. Et je me connais, si je commence à le faire bien, ça va durer des heures, ça va me fatiguer, ça va être repoussé, etc. Donc maintenant, je pars du principe que je fais des trucs moyens. Et c'est pas grave. Je fais des trucs moyens et c'est déjà bien en fait. Je fais des trucs moyens et je fais des trucs. Donc on s'en fout. Donc des fois, c'est pas bien aligné, des fois ça bug, des fois ceci. Et je passe à autre chose, parce que je fais tellement de choses que je peux pas m'arrêter 3 heures sur un petit détail. Même si des fois je me laisse embarquer à peaufiner les choses, et oh c'est joli, etc. Ah ouais, ça serait peut-être encore plus joli comme ça, etc. Ça m'arrive encore, mais j'essaye de catcher ça par allez, fais un truc moyen, ça passe. Et si t'es pas convaincu, prends un papier. Et du coup, liste tout ce que t'as apporté le perfectionnisme. Une conférence super bien menée, un visuel digne d'une graphiste, un montage aux petits oignons, etc. Et de l'autre côté, donc une autre colonne, liste tout ce que ça t'a apporté de négatif. Du stress, des douleurs de ventre, du manque de sommeil, du temps en famille en moins, etc. etc. Et peut-être tu te rendras compte que waouh, ça t'apporte des trucs de fou, mais qui sont juste superficiels par rapport à ce que ça pourrait t'enlever de charge mentale, de charge de santé, de charge familiale. Et quatrième point que je voulais aborder avec toi, c'est le fait de procrastiner, de repousser les tâches. Je suis une très grande procrastinatrice, surtout depuis que j'ai lancé Newsfare, la plateforme de programme bien-être en ligne qui est passée festival en ligne, parce que je me disais, je vois tout ce qu'il faut faire et je vois comment il faut faire. Et waouh, c'est une charge de travail énorme et je sens que je vais pas réussir. Et du coup, je procrastinais pour faire les trucs à l'arrache, pour que je ne puisse plus avoir le temps nécessaire pour que ce soit super bien comme je l'avais dans la tête. Je procrastine parce que je suis perfectionniste et que en plus j'ai une vision de tout ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, est-ce que je procrastine? Je pense que je procrastine un peu la communication, même si ça tend à s'organiser. En fait, pour moi, la procrastination est liée encore à la peur du regard des autres, la peur du jugement des autres, la peur de ne pas faire assez bien. Et ça paraît que le perfectionnisme, ça peut du coup des heures de sommeil en moins, du stress de fou. Mais pour moi, la solution elle est différente, c'est-à-dire que pour moi, la solution c'est pas de se blâmer et de se dire pourquoi je procrastine, je suis vraiment nulle. Là, on tombe dans le piège de auto-jugement, je me sens mal, non mais oui t'es nul, auto-jugement, pourquoi tu te sens nul, que tu... nanana. La solution, c'est pour moi l'organisation. À partir du moment où j'ai commencé à faire un planning éditorial de ma communication, où j'ai commencé à lister toutes les idées de posts que j'avais envie de faire, où je me suis projetée à qui je voulais parler, je commence à moins procrastiner et à faire les choses dans les temps. Ça ne veut dire pas que je suis parfaite et que je procrastine plus, non, non, non. Ça veut dire que l'organisation me soutient dans faire les choses dans les temps et de façon fluide. Parce qu'aussi je procrastine parce que c'est lourd et parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. S'il y a un calendrier éditorial où il y a déjà les posts qui sont placés au bon endroit, j'ai la liste des posts et j'ai même du contenu de posts que j'ai eu l'idée, que j'ai créé, que j'ai écrit. En fait, la tâche est beaucoup moins complexe. Le travail a l'air beaucoup moins lourd parce que tout est déjà simplifié et déjà un peu segmenté. Donc si toi tu procrastines, 1. Va voir pourquoi tu procrastines. Est-ce que, mais je m'en doute, que c'est la peur du regard des autres et du jugement. Et 2. Essaye de te créer un système d'organisation, de simplification, pour qu'en fait ce soit beaucoup plus léger pour toi.
Par exemple, si tu procrastines la comptabilité ou les trucs administratifs, ben peut-être qu'il y a moyen de préparer l'administratif en amont, de pré-compter du coup tes charges sociales ou je sais pas quoi avec des fichiers Excel ou avec des endroits où tu notes tes dépenses, etc. Il y a, à mon avis, des systèmes, donc là je parle web, mais ça peut être sur papier, même si je pense que ce papier c'est un peu complexe quand même. Il y a des systèmes que tu peux mettre en place pour simplifier tes tâches, ton business, pour un peu contrer ta procrastination. Voilà un peu les grands points principaux que je pense qu'il faut que tu creuses quand tu te lances en tant qu'entrepreneuse créative. Il faut vraiment que tu aies ta casquette d'artiste, et ça tu sais faire, et ta casquette d'entrepreneur. Et là, tu vas du coup aller voir plus en profondeur de comment tu marches, comment tu fonctionnes, c'est quoi tes blocages, c'est quoi tes limites, est-ce que tu dois te demander de l'aide, est-ce que tu peux demander de l'aide, comment, etc. Comment simplifier tout ça. Si tu devais retenir une chose peut-être de cette vidéo entière, un conseil pour moi, ce serait passe à l'action. Parce que oui, c'est nécessaire de se connaître. Oui, c'est nécessaire de connaître son fonctionnement intérieur pour aller au mieux, pour créer au mieux. Mais le passage à l'action, l'expérimentation, va t'apporter énormément de connaissances de toi, de connaissances de ton fonctionnement. Et c'est vrai que je vois beaucoup d'entrepreneuses qui ont plein d'idées dans la tête, qui sont ultra créatives, mais qui ne passent pas à l'action. Et en fait, qui n'ont pas la chance d'expérimenter les choses, de créer dans la réalité, et qui préfèrent garder tout ça là et attendre le bon moment, la bonne offre, la bonne personne, la certitude, etc. On va pas aller bien loin, on va rester soit dans sa zone de confort, c'est très rassurant, c'est très chouette, mais du coup, on va pas vers vraiment expérimenter et se connaître. Pour moi, il y a vraiment que le passage à l'action qui permet de t'apporter énormément en termes de connaissance de soi, d'expérimentation, de plaisir, d'évolution, d'expansion. Et si je devais le relier encore plus à ce que je viens de dire avant, c'est fait simple. Faire, donc passe à l'action, simple. Pourquoi? Si c'est pas simple, il y a la procrastination qui va arriver, il y a le perfectionniste qui va dire non, il faut que ce soit encore plus parfait, parce que là c'est complexe, il faut que ce soit encore plus parfait. Il y a tes peurs, il y a ton pourquoi, tu vas l'oublier, etc. Simple, simplicité. Faire simple. Tu es motivé, mais il te manque encore quelque chose pour sauter dans le vide. Je t'invite à me rejoindre. Tous les mois, j'organise un atelier web gratuit où on va découvrir une thématique en lien avec la communication, la présence digitale, la stratégie web. Un atelier payant. Là, on va plus en profondeur dans ta com, dans ta stratégie, de toi concrètement, comment tu peux avancer. Et une rencontre réseau totalement gratuite où on va échanger entre entrepreneuses, créatives, ambitieuses, sensibles, pour moins se sentir seule, et pour se sentir soutenue, comprise, avoir des regards différents, se soutenir. J'ai vraiment à cœur que l'entrepreneuriat féminin soit un endroit safe, sécurisant, un cocon. Et pour l'instant, c'est pas forcément le cas, donc je vais créer ce cocon-là. Je vais créer ces rencontres où on va être ensemble, on va se soutenir et on va avancer ensemble. N'hésite pas à me rejoindre sur Instagram, c'est là que je poste toutes les thématiques des ateliers, les rappels d'ateliers, d'autres conseils, plus en lien avec le web ou le mindset. Et évidemment, je publie sur YouTube, normalement une fois par semaine, sauf s'il y a des petits dérapages. Ça arrive, on accepte aussi qu'on est humain, on ne peut pas être parfait. Peut-être qu'on s'est donné une fréquence de communication, de publication, de création, et on s'y tient pas. C'est pas grave en fait. On accepte et on continue à avancer. Je te dis à bientôt, passe une belle semaine.